Et là, un jour, la maison Christiania m'a appris que Marcel Boussac avait décidé de mettre fin au contrat d'Yves Saint Laurent et de le remplacer. Il m'a dit, bah, écoute, il ne reste pas grand-chose à faire, non? Qu'à créer, toi et moi, une maison de couture. La maison Yves Saint Laurent ouvre officiellement le 4 décembre 1961 et les derniers jours avant la présentation de la première collection sont tendus. On fait les essayages en silence, tous les regards sont virés vers le miroir et dans le plus grand secret, la collection sera transportée en camion dans la nuit du 29 janvier au 30 rue Spontini. « 29 janvier 1962 au matin. Le décor du défilé a été choisi soigneusement. C'est la sobriété, en fait la modernisation de la tradition. La rupture est nette avec le style Louis XVI de Dior. Il affirme son style. Yves explique. Je veux une mode très sobre, des clientes triées, un cadre sans apparat. Une boutique surtout pas. Un parfum et des foulards à la rigueur. Des bouquets, il n'en est pas question. Quelques plantes vertes tout au plus. Mon cadre sera aussi dépouillé que la mode que j'essaye de lancer. Les robes n'ont plus de nom mais des numéros, des tons naturels, des formes souples, une élégance un peu nonchalante. C'est ça Yves Saint Laurent. Dans quelques minutes sera présentée la collection de Saint Laurent. Si c'est un triomphe, il sera peut-être le Dior de demain. Merveilleux. Jolie couleur. Ah oui. Ça c'est idéal. Un petit manteau noir. Paul, donnez-moi Paul. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, les boucles d'oreilles. Ah, les broderies sont plus jolies les uns que les autres. Oui, ici. J'ai eu vraiment le sentiment qu'on venait de gravir une grande marche et la plus importante. Je me disais pas qu'après tout serait facile, mais je me disais qu'après tout serait possible. Et ça l'a été. Ceux qui espéraient des preuves n'en obtiennent qu'une. Yves Saint Laurent est un classique. On attendait la collection d'un jeune homme de demain. On a vu la collection d'un maître d'aujourd'hui. C'est le magazine Elle qui parle. Et ça montre bien que Yves Saint Laurent était encore vu comme le jeune couturier talentueux qui a de l'espoir et tout. Là, avec cette première collection, il met tout le monde d'accord. Du haut de ses 25 ans seulement, il s'impose comme un grand couturier. Et un journaliste plus tard résumera: Balenciaga était sur le déclin, Dior devenait ennuyeux, Givenchy avait adopté le style répétitif de Balenciaga et Chanel, qui venait d'ailleurs de faire juste son retour, était le véritable dictateur de la mode. Et Yves Saint Laurent, qui observait tout derrière ses grosses lunettes, le savait mieux que quiconque. Tout le monde fait tout. Pierre Bergé écoule la collection en un temps record. Il apprend à fixer les prix et à négocier les contrats. Mais ce n'est pas un homme de chiffres, non. Pierre Bergé, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'intelligence du pouvoir. C'est savoir s'entourer. Des financiers qui miseront sur l'avenir de la maison, des journalistes dont il est sûr, du personnel qu'il recrute. Son bureau est collé au studio. Parfois, il s'emporte contre un acheteur. Tout le monde entend, mais continue de travailler comme si de rien n'était. Ah, les colères de Monsieur Bergé. Mais on connaît par cœur le dénouement. Le lendemain, il enverra un bouquet de roses blanches pour s'excuser. Voici une petite anecdote qui sera révélée que des années plus tard. Mais en 1964, Coco Chanel avait invité Pierre Bergé à manger chez elle, rue Cambon. Et elle lui a proposé de diriger sa maison de couture. Je vous offre un empire. Yves Saint Laurent n'est qu'une maison de couture. Venez demain, votre contrat sera prêt. Et il paraît même que le montant des émoluments était en blanc. Vous écrirez le chiffre que vous voudrez, lui a-t-elle dit. Pierre Bergé rentre chez lui et le lendemain matin, il lui fait livrer un bouquet de roses blanches. Lorsque Yves Saint Laurent a, en 1965, fait cette collection qu'on a dite Mondrian, qui n'était d'ailleurs pas Mondrian, qui avait que 6 ou 7 robes qu'il était, mais peu importe. Nous n'aurions jamais imaginé posséder un Mondrian. Pour nous, c'était inconcevable. Quand Yves, je me rappelle très bien, j'étais dans mon bureau, il m'a fait appeler,
Et je suis arrivé, il y avait un mannequin avec une robe Mondrian, la première. Ce petit carré rouge là, sur l'épaule, j'étais bien sûr ébloui, bluffé. Et c'était d'une telle justesse surtout. Et ça marchait tellement. Mais je ne pensais pas qu'un jour on possède un Mondrian. Je pensais que c'était comme ça, les domaines du rêve. Puis un beau jour, voilà, un Mondrian est arrivé. Puis il a été suivi d'autres d'ailleurs. 10 robes droites aux couleurs primaires traversées de lignes noires. C'est la première fois qu'un couturier rend hommage à un artiste. Cette collection marque une nouvelle étape dans l'ascension d'Yves Saint Laurent. En une saison, les ventes aux clientes passent de 1,6 à 2,3 millions de francs. Le succès est total. Une première d'atelier raconte: Monsieur Saint Laurent m'avait fait faire une toile toute blanche. Il a mis des bolducs, on épinglait. C'est là que tout a commencé. Mondrian, ça a été le grand départ. Après, on n'a plus cessé de travailler. C'est la première fois qu'on copie autant Yves Saint Laurent. Mondrian va devenir la première robe médiatisée, exposée, citée comme un objet de désir. Elle obtient la couverture du Harper's Bazaar, du Vogue français et de l'Express. Et Yves Saint Laurent prouve au monde entier que la couture, ce n'est pas qu'une affaire technique, mais c'est aussi savoir suivre son époque. Yves a 30 ans. Il a signé une dizaine de collections sous son propre nom. Et petit à petit, la prédilection pour les androgynes s'affirme. En 1966, le style marin Saint Laurent incarnera ce corps masculin-féminin. Là encore, on voit clairement l'influence de Chanel, qui dans les années 20 déjà, s'inspirait du style marin sur les plages de Biarritz. Et comme elle, il va détourner les vêtements d'hommes. Yves Saint Laurent lui-même parle. L'élégance s'est transformée. La séduction a pris sa place. Une femme bien habillée aujourd'hui, c'est celle qui sait construire un certain accord entre ses vêtements et sa personnalité. Où allons-nous ? Se demande Vogue en mars 1966. Vers une femme plus rapide, plus vive et dont on voit beaucoup les jambes, c'est vrai, mais aussi les bras et souvent le dos. Nous allons vers une mode qui ne s'est jamais autant appuyée sur le corps. Depuis quelques années, nous l'avons vu s'épurer et se libérer des détails et se reconstruire d'une manière extrêmement rigoureuse autour du corps. Pas le corps de la femme modifié à la taille resserrée et aux seins remontés, aux hanches gonflées, mais le vrai corps de la femme tel qu'il est nu. Nous ne demandons plus à la mode de nous éblouir, aux couturiers de nous façonner. Nous leur demandons de nous obéir, de nous aider, de nous rendre notre liberté. Alors ça, si ça c'est pas du grand Chanel, je sais pas ce que c'est, désolé. Pierre Cardin a été le premier à faire du prêt-à-porter en France. Soit, c'est bien, mais ça suffit pas pour marquer l'histoire. Non, c'est Yves Saint Laurent, en créant le premier prêt-à-porter dont il assure lui-même la conception, la fabrication et la diffusion, qui va tout changer. Le prêt-à-porter, dit-il, c'est l'avenir. On sait qu'il habille des femmes plus jeunes, plus réceptives. Avec elles, on peut facilement être plus audacieux. Il lance sa marque Rive Gauche. C'est la première fois qu'un couturier ouvre une boutique totalement indépendante de ses ateliers. Et très vite, ça devient un club parisien de jour. C'est en fait une ancienne boulangerie tout en longueur et ils en ont fait une boutique dépouillée avec des penderies à découvert. C'est révolutionnaire à l'époque parce que toutes les robes des autres, elles sont cachées dans des armoires. Personne ne montre comme ça les produits. Il l'a dit, il avait envie d'une boutique où les femmes aient envie de rentrer et de toucher les tissus. Yves Saint Laurent démode le chemisier sous les tailleurs, les petits foulards et les barrettes, et il remplace la blouse par un t-shirt. Et ce n'est que le début de la révolution. L'année d'après, il crée le premier tailleur pour femmes en pantalon. Une femme n'est séduisante en pantalon que si elle le porte avec toute sa féminité. Un pantalon, c'est une coquetterie, un charme supplémentaire, pas un signe d'égalité ou d'affranchissement. La liberté et l'égalité ne s'achètent pas avec une culotte, c'est un état d'esprit. Le costume à rayures, porté avec une blouse blanche, c'est l'apogée du style androgyne. Françoise Darmon, une folle de Saint Laurent, raconte: Rive Gauche, c'était le prolongement d'un comportement. J'étais assez soumise pour me marier et avoir ensuite envie de liberté. Il y a eu un éclatement. Yves Saint Laurent marque cette rupture. Il est l'œil absolu de cette époque où nous avions envie d'inventer l'avenir sans détruire tout le passé, de rester la même et d'être nouvelle. On n'était ni des femmes mecs ni des poules. On était à la fois libérées et très féminines. La vendeuse me téléphonait, on y allait en courant. J'avais une confiance aveugle. J'étais en Saint Laurent de A à Z et je n'allais pas voir ailleurs. On me remarquait pour mon élégance, mais on ne savait pas pourquoi. Avec sa marque de prêt-à-porter, il emporte toute une génération. La sienne en fait. Parce que à 25 ans, les jeunes femmes, elles ne se voient pas forcément en Dior ou en Chanel.
Ça fait trop d'âme. Avec le prêt-à-porter Yves Saint Laurent, elles ont trouvé leur style. En fait, il a désembrourgeoisé la haute couture en proposant des vêtements pour la vie de tous les jours. Et c'est cette année-là qu'il rencontre celle qui deviendra l'une de ses plus grandes amies, Betty Catron. C'est une mannequin d'1,80 m qui fait des photos pour se faire un peu de fric. Et elle déteste tout ce qui est paraître. Betty, c'est son fume-cigarette et son whisky. Elle s'habille en noir et elle porte des pantalons. Le soir, elle sort en smoking sans rien en dessous. Betty, c'est un esprit vif et des avis bien tranchés. Plus on me déguise avec des artifices, plus je suis moche. Je hais tous ces photographes qui vous collent des bijoux faux partout. Ma coquetterie à moi est toute de travers. Je suis presque contente d'avoir les cheveux sales. Je suis au bord de trouver ça chic. Elle est iconique parce qu'elle est tellement en avance sur son temps. On dirait que c'est une femme d'aujourd'hui. Et du coup, à l'époque, forcément, mais ça tranche net avec les mentalités. De toutes les femmes que Yves Saint Laurent a rencontrées et qui l'ont inspirée, Betty a une place à part. Elle a tué le game. Yves, c'est le copain, l'ami intime. En fait, ils se ressemblent énormément. Et avec elle, ils vont faire l'école buissonnière. En fait, il y a une alchimie quand ils sont ensemble. Ils s'en foutent de tout. Le mari de Betty et Pierre Berger, eux, c'est des adultes. Ils ont des conversations sérieuses et tout. Yves et Betty, quand ils sont ensemble, ils pensent qu'à s'amuser, sortir, faire des bêtises. C'est les enfants terribles. Une nuit ensemble, c'était, oui, aller dans les bars, dans les boîtes, dire beaucoup de bêtises, faire beaucoup de bêtises. Surtout, fuir la réalité, fuir le quotidien. Et voilà, échapper à la vie. Sa marque Rive Gauche sera un véritable succès et c'est elle qui va assurer l'avenir financier de la maison. Dans la haute couture et encore plus à l'époque, les chiffres d'affaires étaient très variables parce que les élégantes achetaient vraiment les créations de haute couture et donc si une collection flopait, comme ça peut arriver même au meilleur, ben il n'y a pas de sous qui rentrent quoi. Et pour avoir des revenus plus stables, il y a les licences. Chanel avait son numéro 5 et Yves Saint Laurent aura Rive Gauche. Le jersey, le noir, la saharienne, le marine, le trench coat, le smoking et le costume. Tout ça en fait c'est devenu des indispensables dans la garde-robe contemporaine. L'histoire du prêt-à-porter ne connaîtra jamais rien de semblable au Rive Gauche de Saint Laurent. Des coûts faibles, une fabrication de qualité, des prix extrêmement compétitifs, on connaîtra jamais plus ça. J'ai découvert Marrakech avec Yves en vacances, puisque tu sais, tous les ans, après sa collection de haute couture du mois de janvier, on partait. Et lorsque nous sommes arrivés à Marrakech, les 8 premiers jours, il a pas cessé de pleuvoir. Et puis le 9e jour, ce fut le miracle de Marrakech. Et c'était tellement merveilleux que j'ai vraiment, je dis je, parce qu'après j'ai un peu convaincu Yves, mais tout seul, je suis allé trouver une agence immobilière, il n'y en avait qu'une à l'époque, et il y avait une maison à vendre. Et là, Yves et moi, nous sommes devenus très très amoureux de cette maison. Et quand nous sommes partis, 8 jours après, nous étions propriétaires d'une maison à Marrakech. Et on avait cette vie-là qui était beaucoup nocturne. D'abord parce que l'été faisait très chaud, donc on dormait dans la journée, on vivait plutôt sur les terrasses le soir. C'était une très belle époque de Marrakech, une époque dont je me souviens avec, pas avec nostalgie, parce que moi j'ai pas du tout de nostalgie, mais avec beaucoup de joie. Je l'ai beaucoup accompagné au Maroc. Et ça, c'est un endroit magique, où il était assez heureux et très inspiré. Partout, les odeurs, les couleurs, la beauté du pays, tout. C'est un endroit qu'il se sentait bien, en paix. Pierre et Yves passent 3 mois par an à Marrakech. Ça va devenir sa safe place. Paris, c'était le travail, les affaires, les collections, les journalistes, les photographes. Marrakech, c'était les grandes vacances.
Yves en fait n'était vraiment bien qu'à Marrakech. Et seuls ses vrais amis ont eu le privilège de partager ces moments de bonheur avec lui. Marrakech en fait c'était les meilleurs moments de sa vie. Pendant les collections, il travaillait énormément et il voyait personne. D'ailleurs il disait « j'entre en collection », ça veut tout dire. Loulou de la Falaise rejoint Yves en 1972 pour travailler dans cette maison qu'elle n'a plus jamais quittée. Loulou, c'est l'amie exotique, sa vie est un roman. Elle est née en Angleterre, d'ailleurs son grand-père c'était le peintre de la famille royale. Ses parents sont divorcés, elle a été placée chez un couple de croyants en Seine-et-Marne. C'est devenu une femme indépendante et elle habite à New York. Loulou, c'est une indisciplinée heureuse. Avec Yves, ça va être un coup de foudre. Elle a le corps androgyne que Yves recherche. Et en plus, elle aime jouer avec cette ambiguïté. Elle va réveiller la fantaisie d'Yves. Yves aimait beaucoup et Betty Catrou et Loulou de la Falaise. Elles ont une importance tout à fait sérieuse dans sa vie. Moi, j'étais là pour le divertissement, en fait, parce que Yves travaillait toute la journée, et c'est le soir que je le récupérais pour les amusements, les soirées, les nuits, parler au téléphone, faire le point. Il me téléphonait pour me dire « Ah, la vie est un enfer », alors je lui répondais « Comme tu as raison, c'est un enfer, pourvu que ça finisse vite ». Enfin, voilà notre genre de rapport, très négatif. Alors qu'avec Loulou, c'était le contraire. Loulou le stimulait en disant « C'est formidable, continue, fais ça ». Mais j'ai certainement pas eu une influence positive. Nous étions des gens qui... On naît en se sentant pas bien. On est né en se sentant pas bien et en essayant d'aller mieux par tous les moyens. Et on y arrive. J'ai été très épatée quand je les ai rencontrés, parce que moi je suis de parents divorcés, et donc j'avais 21 ans à cet âge-là, en 68, et c'était la première fois que je rencontrais un couple qui était ensemble depuis, je sais pas si c'était 7 ou 8 ans, mais ils étaient déjà ensemble depuis longtemps, et très passionnément, et avec beaucoup de drames, beaucoup d'histoires, beaucoup de théâtre, énormément de mise en scène, et donc c'est un aspect qui m'avait énormément charmée. En fait, c'était leur relation, avant que je comprenne vraiment le talent d'Yves et tout ça, c'était les personnages. La chose qui a été très extraordinaire dans la compagnie Yves Saint-Laurent-Pierre Bergé, c'est l'amour pour Yves et le respect total pour Pierre. Pierre s'occupait de tout. Je sais. Où est-ce laissé? Ok. Nicole? Oui. Teta? Ouais, Teta. Alors, de temps en temps, il se mettait en rogne et tout, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, ça, c'était la chose à craindre. C'était, bon, les colères de Pierre. Mais enfin, on savait que ça passait aussi. Parce que c'était une famille. Allez. Les filles, dans l'ordre, s'il vous plaît. You first. Bonjour, ça va bien? Voilà. 1975 était l'année où Yves a découvert à la fois l'alcool et à la fois la drogue. Et j'ai toujours pensé qu'un jour, s'il trouvait une échappée, il la prendrait. Et il l'a prise.